Et bonjour. Alors, je vais attendre que du monde arrive un peu sur le chat. Donc d'ici là, je vais présenter un petit peu l'objectif de ce soir. Donc le thème de ce soir, tiens d'ailleurs j'aurais pu mettre l'image que j'avais travaillé pour le thème, je vais le faire. Donc on va parler des lunes du système solaire, celles qui sont connues, celles qui sont un peu moins connues. Voilà. Et de leurs secrets, si on peut dire. Hop, voilà. La belle image. Hé hé, salut, le son est un peu faible. Ok, alors justement, je voulais faire quelques petits réglages, j'en profite que vous soyez là. Ouais, salut Christian, salut Jean-Baptiste, et salut Simon. Merci d'être là. Alors vous me dites que vous m'entendez pas trop. Ok, je vais monter là déjà. Et alors parce que j'ai essayé de faire des réglages un peu différents. Salut Space Lorenzo. Alors, est-ce que c'est mieux si je monte ça par exemple ou est-ce que ça change rien? Maintenant c'est bien, d'accord. Bon, j'ai juste un peu monté le son micro. Le son est bon pour toi, d'accord. Donc, bon, audio bureau apparemment, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Ça risque de rajouter des sons parasites. Ok, tout le monde confirme, le son est correct là? J'ai même investi dans une webcam, truc de ouf. Ok, ok, bah c'est génial. Merci. Bon. Donc voilà, l'idée de ce soir, c'est de faire un petit panorama des lunes. Alors des lunes connues, pas connues, des lunes en fait qui ont des particularités, qui ont parfois quelques secrets ou une actualité un peu plus chaude que d'autres. Et pardon. Et donc voilà, on va traverser tout notre système solaire et puis peut-être qu'on verra si on sait quelque chose de lune en dehors du système solaire. Alors en plus, bon, je vous le dis, on a un grand spécialiste de la Lune là parmi nous, enfin, en tout cas de l'imagerie de la Lune, c'est Cielmania. Cielmania, je vous recommande à tous son blog qui s'appelle Cielmania. C'est un malin hein, quand même, il arrive à faire sa promo en venant ici. Et moi je la fais avec grand plaisir, c'est un excellent astrophotographe qui fait des superbes photos, entre autres de la Lune, notamment d'une phase de la Lune qui, moi, m'émeut beaucoup, qui est évidemment, enfin je dis évidemment, c'est quelque chose de connu de la part des astronomes, mais qui n'est pas la pleine lune, quoi. De rien, Jean-Baptiste, c'est mérité. Qui est en fait le tout premier croissant ou tout dernier croissant de lune. Je sais que je suis vraiment hyper fan des croissants qu'on devine, mais vraiment à peine, à peine, à peine, qui ressemblent à juste un petit cil dans le ciel. C'est vraiment. Alors, déjà, c'est un petit plaisir à l'œil de trouver un tout premier croissant comme ça, parce qu'il faut vraiment le chercher. Et puis alors en photo, ça, voilà, il y a une sorte de délicatesse, d'élégance assez incroyable et Jean-Baptiste Cielmania est super super fort pour arriver à transmettre ça. Et je crois qu'on est beaucoup hein, de passionnés d'astro à vraiment adorer cette phase plus que toutes les autres de la Lune, cette phase où le croissant est vraiment tout petit, tout fin, tout fin. Bien, alors, ben, écoutez, je pensais que Blandine serait là, mais bon, elle va peut-être arriver, ou alors peut-être qu'elle a quelque chose à faire. Ça serait la première fois qu'elle raterait notre retransmission. Euh, alors, donc, ce que je propose, c'est de commencer, tac, par, bah, en fait, vous le dire, peut-être vous le savez pas. Moi, je l'ai découvert honnêtement en faisant des recherches. Hein. Le 14 octobre de cette année, on va avoir une. Alors, ce ne sera pas chez nous malheureusement. On va avoir une éclipse annulaire de toute beauté aux Amériques. Et en plus de ça, donc c'est l'image que vous avez là, donc on est le 14 octobre. En plus de ça, je ne sais pas si vous arrivez à le deviner. Alors, si vous avez une petite fenêtre, vous ne le voyez pas. Mais si vous êtes en plein écran, vous devez le voir. Il y a en dessous à droite du soleil une petite virgule blanche.
c'est la comète 2P-NQ. Donc il y a un jour voilà, assez exceptionnel où on aura et une éclipse annulaire, je vais expliquer ce que c'est, et le passage d'une comète. Alors j'imagine, et imaginez si un truc pareil, enfin ça a dû se produire d'ailleurs, hein, mais quand une conjonction pareille d'événements célestes se produisait en des temps anciens, ils devaient être comme des dingues quand même. Hein, le soleil qui disparaît, une comète qui apparaît dans le ciel, parce que bon, il faut rappeler quand même que les comètes, dans pas mal de civilisations, et en tout cas dans la nôtre, étaient annonciatrices de grands malheurs, de peste et de choses comme ça. Du moins, le croyait-on. Du coup, ça associé avec une éclipse, ils devaient trembler quand même, je pense, les gens. Hein. Alors, peut-être que vous ne voyez pas qu'on est là dans une, voilà, dans une situation où une éclipse annulaire peut se produire. Donc, alors, je rappelle évidemment rapidement ce que c'est que une éclipse au niveau de la mécanique céleste. On va avoir un alignement. Alors, pour une éclipse solaire, annulaire, partielle ou totale, on va avoir un alignement Soleil, Lune, Terre. Pour avoir une éclipse de lune, qui d'ailleurs pour le coup est une vraie éclipse, c'est-à-dire que la lune passe vraiment dans l'ombre de la Terre, ben on va avoir la lune qui sera de l'autre côté, donc on a toujours un alignement, mais qui sera Soleil, Terre et Lune, qui elle est dans l'ombre de la Terre. Là, pour les éclipses solaires, donc en fait c'est vrai que le terme éclipse est légèrement abusif, en fait c'est une occultation, parce que en vrai, donc voilà, j'augmente la luminosité énormément pour que vous puissiez bien voir qu'on a la Lune, voilà, qui va être dans l'alignement dont on parle. Donc en vrai, le Soleil est tellement loin de la Lune qu'en fait, et puis l'ombre de la Lune est minuscule, le Soleil ne passe pas vraiment dans l'ombre de la Lune. Par contre, du fait que la Lune est 400 fois plus près de nous que le Soleil, même si elle est 400 fois plus petite, vue depuis la Terre, elle va masquer plus ou moins totalement le disque du Soleil. Plus ou moins parce que la distance de la Lune à la Terre varie. Elle varie d'environ 50 millions de kilomètres quand même. Pardon, 50 000 kilomètres, pardon, ce qui est quand même pas mal. Elle passe en gros de 350 000 au périgée à 405 000 environ à l'apogée quand elle est au plus loin. Et donc quand elle est au plus loin, et là ça sera à peu près le... Oui, oui, c'est une Saturn V en Lego, ouais, tout à fait. J'ai une autre très très belle maquette, mais là que j'ai hésité à montrer. Je pense que je la mettrai une autre fois. En fait, j'ai hésité à la montrer parce que j'ai des chats et je voudrais absolument pas qu'elle tombe. Et d'ailleurs, la personne qui a fait cette maquette, donc pas la Saturn V, c'est moi qui l'ai faite, mais la maquette de Falcon 9, peut-être qu'elle va passer ce soir. Elle s'appelle Estelle Cernou, c'est une amie astrophysicienne qui s'est reconvertie en maquettisme spatial. Et elle a fabriqué donc en impression 3D elle-même avec ses plans, etc. une superbe Falcon 9 et je vous la montrerai probablement à l'occasion. Donc peut-être que ça va la faire venir d'ailleurs. Donc je disais voilà, quand la Lune se trouve un peu plus éloignée de la Terre que sa distance moyenne, et ben son disque dans le ciel ne va pas totalement masquer celui du Soleil. Donc on a une éclipse que moi je trouve absolument terrible, magnifique. C'est une éclipse annulaire. Donc, je vais remettre la luminosité normale. Vous voyez tous hein, le petit disque noir là de la Lune proche du Soleil. Ok. Donc, je remets la luminosité et on va regarder maintenant l'ombre de la Lune passer sur la Terre. Donc, on la voit déjà là, hein, qui est en train d'arriver par le côté ouest des États-Unis. Et je vais accélérer le temps et on va voir que donc cette ombre là elle va descendre comme ça, elle va traverser vraiment tous les États-Unis en passant par la péninsule et ensuite elle va arriver par le Venezuela, etc. Voilà, regardons. Alors moi je m'entraîne parce que jeudi prochain je vais faire une intervention dans un collège où je vais assez souvent intervenir justement sur les éclipses, donc je leur montrerai celle-là. Donc voilà, on voit là, hop, l'ombre est en train de passer au niveau du Guatemala, du Honduras. Et c'est là-bas que je vais vous amener pour aller voir cette éclipse vue depuis le sol. Donc là, on va aller au Honduras. On y est. Donc j'ai mis le moment.
Salut Evelyne, bah tu arrives voilà juste au début, hein, voilà pour les secrets des lunes. J'ai décidé de commencer par le secret tout simplement de notre, enfin le secret, l'un des secrets de notre lune, en l'occurrence les éclipses et les éclipses annulaires. Ouais, c'est chaud. Ah tiens, ma petite fusée qui s'est éteinte, là. Enfin ma petite navette spatiale qui s'est éteinte. Euh, D'ailleurs, tiens, je peux peut-être enlever m- ma trogne, elle n'est pas nécessaire. Voilà, donc on va zoomer un petit peu. Voilà ce que ça donne. Donc on voit la comète, hein, comme je vous disais. Ouais. Bon là, on prend pas trop de risques, hein, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu chaud là-bas. Donc on a la comète Encke sur la droite, et puis on a ce magnifique disque solaire, bien caché par la Lune. D'ailleurs, on peut, en augmentant, ça c'est génial comme on peut tricher, hein. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, Jean-Baptiste? En augmentant la luminosité, on peut arriver à voir les mers lunaires. C'est pas mal, hein. C'est trop classe de tricher comme ça. Et on voit donc la couronne solaire. Mais ce qui est super sympa, c'est de voir exactement ce qui se passe. Donc on va remonter le temps. Donc voilà. Là on perd l'alignement parce qu'on remonte le temps. Il est à peu près 16 heures, notre heure à nous, hein, française. Donc voilà, l'alignement s'est pas encore produit là au niveau du Honduras. Hop. Alors, j'ai trouvé ça très ironique. Le moteur du simulateur a décidé de nous mettre des nuages ce jour-là, dans cette zone-là. Je trouve ça très ironique parce que moi, la dernière fois que j'ai pu assister à une éclipse solaire, c'était le jour de mon anniversaire. C'était le 20 mars 2012. Et à Avignon, il y avait des nuages. J'ai pu observer à peu près, je crois, 6 secondes de la fin de l'occultation. Et voilà, il se trouve que là, le simulateur nous met des nuages, mais c'est pas grave, là, je possède le pouvoir de retirer les nuages. Et donc, on va reculer un petit peu pour voir ce qui se passe, hop, vu depuis le sol. Et je vais accélérer un tout petit peu. Donc voilà, on va voir le disque de la Lune occulter peu à peu le Soleil et la nuit se faire. Donc voilà, le maximum dure très peu de temps, hein, dure de 2 minutes, un truc comme ça. Voilà, on peut remonter le temps et on va zoomer, on va le voir une dernière fois de très près parce que c'est quand même vraiment très beau. Voilà, on zoome, hop, et on se le fait une dernière fois. Quelqu'un parmi vous on a déjà pu en observer une vraie d'éclipse totale ou annulaire? Jean-Baptiste peut-être? 98, ouais. Ouais, 98, oui c'est vrai. Moi aussi je m'en souviens en 98, j'étais dans le Var, mais il me semble que pareil il y avait un petit... Oui c'était 99, voilà, c'était pas 90, c'était 99. Il y avait un tout petit peu de nuages il me semble. Voilà, donc ça c'est vraiment une éclipse annulaire, elle va apparaître là pour vous. Non, toi non Evelyne, t'as toujours... ouais, c'est ça le problème, hein. C'est comme on a un tout petit pays, c'est ça qui est pénible. On a un tout petit pays, du coup c'est assez rare en fait que le passage de l'éclipse soit par chez nous. Et puis voilà, quand ça arrive, on peut avoir mauvais temps, quoi. Donc c'est un peu dommage. Alors après, il faut relativiser, parce que moi je me disais toujours, ouais, les Américains, ils ont trop de chance, ils ont plein d'éclipses et tout ça. Oui, d'accord, mais les Américains, ça veut rien dire en fait. Leur pays, il est gigantesque. Un Américain new-yorkais, il va pas forcément aller sur la côte en Floride pour voir une éclipse. Donc c'est un peu comme nous, en fait, si on doit aller en Espagne ou si on doit aller dans la péninsule italienne ou autre pour voir l'éclipse. Alors il y en aura une d'ailleurs bientôt, alors pas totale, hein, mais il y en aura une qui sera, on aura une dizaine de pourcents, je crois, vers, je sais plus, j'avais regardé, vers 2025, quelque chose comme ça. Donc voilà, là on est dans le maximum de l'éclipse annulaire.
ce moment qui est si chouette. Et voilà, donc elle ressort. Alors d'ailleurs, tiens, puisque j'ai des experts là avec nous, moi il y a un truc que je répétais souvent, un peu bêtement, j'en sais rien, mais en tout cas sans avoir vraiment fait de recherche, au sujet de la légende de Christophe Colomb qui prédit une éclipse et se fait relâcher, alors je suppose que c'était par les Aztèques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en y réfléchissant un peu, je me demande si on n'est pas dans la légende totale, parce que les Aztèques sont quand même plus ou moins héritiers des Mayas et de toutes ces populations-là qui avaient une connaissance quand même de la mécanique céleste qui était hyper développée. Ils... Oui, c'est n'importe quoi. Euh, C'était chez qui? Alors, pas les Aztèques, peut-être j'ai une connerie, ouais. C'est Tintin et le Temple du Soleil, ouais. Le coup de la prévision de l'éclipse, ouais, c'est ça. Mais il y a plein de gens qui disent que Colomb a fait la même histoire, mais c'est pas vrai du tout, hein. C'est dans Tintin, ouais. C'est ça. Parce que je me suis toujours dit que ça semblait pas vrai, ce truc. Ça semblait vraiment être de la légende. D'accord, donc c'est un gros mélange avec Tintin. Ok, bon, faudrait que je fasse plus de recherches. Voilà, donc on a notre belle éclipse qui s'est terminée. On va pouvoir décoller de là. Hop. Donc on va quitter le Honduras. Et on va aller du côté de Mars. Donc Mercure n'a pas de lune. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de lune? En fait, on ne sait pas vraiment, mais on suppose qu'une lune ne pourrait pas rester en fait en orbite autour de Mercure. Alors peut-être qu'elle en a déjà eu. Tiens, je suis choqué de ne plus voir les nuages, je vais les remettre. Peut-être que Mercure a eu une lune par le passé, mais en tout cas en mécanique céleste, on peut montrer assez facilement que rapidement une lune autour de Mercure se retrouverait en fait à quitter son orbite pour dériver en direction du Soleil et plongerait autour du Soleil, ou en tout cas se retrouver en orbite autour du Soleil et plus en orbite autour de Mercure. Comme, ouais, comme la légende comme quoi on a marché sur la Lune, ouais. Oui, c'est ça. Exactement. Attention, hein, on plaisante, mais il y en a qui vont croire qu'on est sérieux, hein. Des gens comme Idriss Aberkan, par exemple, qui va retweeter Thomas Pesquet qui dit Waouh, c'est quand même incroyable qu'on soit allé sur la Lune. Il y en a qui font feu de tout bois, hein. Donc, oui, bien sûr qu'on est vraiment allé sur la Lune. Euh, voilà, on peut montrer que Mercure pourrait pas conserver de Lune longtemps. Pour Vénus, alors on ne sait pas trop. Mais en tout cas, elle n'a pas de Lune, on l'a longtemps cherché, on n'en a pas trouvé. Et donc la première planète dans le système solaire à posséder une Lune, bah, c'est la Terre, c'est la nôtre. Et ensuite Mars. Donc je suis en train de prendre un petit peu de champ là. Ensuite Mars possède deux lunes, mais alors qui sont quand même assez différentes de la Lune, parce que elles ont une taille très réduite par rapport à la Lune, qui fait quand même plus de 3000 km. Les lunes de Mars, elles, sont vraiment minuscules. Donc on va commencer par la plus éloignée des deux. Donc la plus éloignée s'appelle Deimos, et la plus proche s'appelle Phobos. Deimos, c'est la plus petite des deux. Elle est, je crois, 400 fois environ plus petite que notre Lune. Elle fait dans les 12 km de diamètre. C'est vraiment très léger. Elle est ici. Voilà. Oui, la courbure doit être très forte près du Soleil, ouais. Peut-être même pour Vénus, hein, je sais pas, mais je pourrais faire des essais avec Universe Sandbox. J'en avais fait avec Mercure, et c'est vrai qu'en quelques centaines d'années, je crois, hein, salut Estelle. En quelques centaines d'années, Mercure perd sa Lune. Elle se retrouve en orbite autour du Soleil. Pour Vénus, j'ai pas fait d'essai, mais ça doit être moins flagrant quand même. Mais c'est possible quand même qu'elle finisse par les interactions à perdre sa Lune. Donc Estelle, qui est l'amie dont je vous ai parlé, qui a donc fabriqué
la fusée que je vous montrerai bientôt, le lanceur Saturne 5. Alors je mets ma petite trogne 2 secondes. Salut Estelle, donc voilà derrière moi là il y a la Saturne 5 et donc il y a Space Lorenzo qui me demandait si c'était bien la Saturne 5 en Lego. Je lui disais que oui et que bientôt je présenterai ta Falcon 9 qui me sert toujours hein, quand je fais les animations avec les enfants. Elle fait toujours son petit effet. En tout cas ça me fait plaisir de te voir. Donc voilà, on a commencé notre petit voyage, on a commencé avec une éclipse annulaire, et là on arrive sur Deimos. Tu me dis quoi, Space Lorenzo? Il y a un arc narratif sur la Lune dans Terre et Fondation. Ça me dit rien, ça. Ça me dit rien du tout. Faudrait que je creuse. Donc Deimos, minuscule lune. Alors quand on dit minuscule, hein, voilà, c'est 12 km pour vous donner une idée, comme c'est évidemment la masse qui détermine la pesanteur. Sur une lune comme ça, moi je pèse 2 grammes. 2 grammes. Et la vitesse d'échappement d'une lune comme Deimos, c'est 5 mètres par seconde. C'est-à-dire que si vous marchez là-dessus, vous pouvez quasiment vous satelliser en sautant. Quasiment. Donc c'est vraiment tout petit, petit, petit. On peut quand même la faire tourner pour le plaisir. Aberkan, oui, je sais pas s'il dit autre chose que des conneries en fait. Mais là, ces derniers temps, il y va fort hein, quand même. Il y va fort sur tout ce qui... Voilà, tout le complotisme à 2 balles. Bientôt, on va le retrouver sur... comment ça s'appelle cette émission géniale Alien Theory. Hein. Je pense qu'il n'en est pas très loin. Donc voilà, là c'est Deimos, dont on ne sait toujours pas exactement quelle est l'origine. Il y a vraiment les deux thèses, capture, astéroïde capturé, mais on n'explique pas trop l'orbite qui est pas assez excentrique, qui est pas assez elliptique, qui ressemble trop à l'orbite d'une lune qui s'est formée autour de la planète. Mais en même temps, voilà, là, des choses qui rappellent un peu les astéroïdes de type C carbonés. On ne sait pas exactement. On sait pas exactement. Et donc une autre lune un peu plus grosse, enfin un peu plus grosse, 2 fois plus grosse quand même, hop, qu'on vient de voir passer là, ici, c'est Phobos. Alors Phobos, alors bon déjà elle est 2 fois plus grosse, hein, et elle a une particularité, c'est que elle gravite à peu près un peu moins de 2 rayons de roche de Mars, c'est-à-dire qu'il y a autour d'une planète, il y a ce qu'on appelle la limite de Roche, qu'on en appelle comme ça à cause de Édouard Roche, je crois, un mathématicien français, qui s'était posé des questions sur ce qu'il adviendrait de 2 corps solides en contact l'un à l'autre qui se rapprocheraient d'un autre corps très très massif. Et en extrapolant, on s'est rendu compte que effectivement, il y a autour des corps massifs une limite à partir de laquelle, par exemple une lune ou un corps plus petit qui pénétrerait, serait broyé par les forces de marée, par la gravité de cette planète, en fait, par la gravité de l'objet massif, en fait. Ce qui est d'ailleurs le principe des forces de marée qu'on retrouve sur les trous noirs et à l'extrême la spaghettification. C'est un petit peu le même principe. La spaghettification, voilà, c'est ce concept gravitationnel en présence d'un trou noir, donc voilà, très 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 compact, on va dire. Quand vous êtes trop près de ce trou noir, l'attraction gravitationnelle qui va s'exercer sur la partie de votre corps qui est en direction du trou noir va être infiniment plus forte que l'attraction gravitationnelle exercée sur la partie la plus éloignée de votre corps du trou noir. Donc la conjonction des deux fait que vous êtes transformé en spaghetti. De la même manière, un corps solide qui pénétrerait trop près d'une planète, à quelques milliers de kilomètres par exemple pour une planète comme la Terre et comme Mars, serait broyé. Et donc Phobos, voilà, avec ce cratère là, gigantesque, Phobos n'est pas très très loin de ce rayon de roche et elle se rapproche.
Elle se rapproche de Mars. Elle est en orbite, je ne sais plus comment on appelle ça, je ne sais plus comment, ça m'échappe. Et subsynchrone peut-être. Oui, je crois que c'est ça. Une orbite subsynchrone, il me semble. Et donc voilà, tous les calculs montrent que en fait, Phobos va s'écraser sur Mars dans une trentaine de millions d'années environ, mais probablement qu'elle sera détruite voilà, par les forces de marée de Mars un petit peu avant, dans les 10-20 millions d'années avant, et qu'elle formera un anneau autour de la planète. Donc un jour, Mars aura un beau petit anneau d'une densité a priori à peu près semblable à celui de Saturne. Pas forcément en taille, mais voilà, en densité de grains, quoi. Alors, on va... Ah oui, si, tiens, un truc sympa que j'avais appris il y a longtemps sur Phobos, et je me suis un peu replongé dedans pour préparer ce stream. Il y avait une thèse, alors aujourd'hui on dirait complotiste, mais à l'époque c'était pas vraiment ça, hein. Des astronomes avaient fait des erreurs dans le calcul je crois, de densité de Phobos. Ils avaient trouvé trop peu dense, et ils en avaient déduit que Phobos devait être creux. Et à tel point qu'ils se sont dit, ah bah, il est même vraiment trop creux, il doit carrément être artificiel. Et probablement que ça doit être des Martiens qui l'ont construit, peut-être pour nous surveiller ou pour faire des allers-retours depuis la planète Mars. Voilà, dans les années 60, pendant une dizaine d'années, certains ont cru que Phobos était un satellite artificiel. C'est assez rigolo quand même quand on y pense. Ah oui, pardon, j'ai perdu le chat. Peut-être que vous me parliez, oui. 30 millions d'années, elle n'a pas toujours été là. Bah non, elle se rapproche. Elle n'a pas toujours été là. Tu veux dire en distance ou autour de Mars? Ça corrobore l'hypothèse de la capture. Bah oui et non. Je te dis, il y a le problème de l'orbite. Attends, on va prendre du champ. Et je vais faire apparaître hop, les orbites. Voilà. Voilà, on a une orbite quand même super circulaire. C'est difficile d'imaginer une capture avec une orbite circulaire. En plus, la composition semble plutôt aller vers la théorie de l'impact, un peu comme la Lune. Aujourd'hui, c'est la théorie enfin l'hypothèse, on va dire, qui est favorisée. C'est une Lune qui s'est formée après impact, quoi. Oui, voilà, ça corrobore l'histoire de la création artificielle. Non, on ne sait pas. On sait pas. Il y a sûrement un ou deux paramètres importants qui nous échappent et qui font que voilà, on a du mal pour l'instant à déterminer. Euh, Ouais, en même temps, 30 millions d'années, tu sais, on sera plus là, hein, Simon. Euh, ouais, il faudrait demander à un spécialiste de mécanique céleste d'essayer de faire des calculs à rebours pour voir où est-ce qu'elle était il y a 100 millions d'années, des choses comme ça. Ouais, peut-être. Non, mais par contre, peut-être qu'elle s'est formée il y a moins de temps que la Lune. Oui, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'est formée. Peut-être qu'elle n'est pas si vieille que ça. Peut-être qu'elle n'a pas 4,4 milliards d'années comme la Lune. Je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne remarque, cela dit, hein. C'est une bonne remarque. Alors, ben on va quitter Mars et on va aller s'approcher de Jupiter. Alors, je sais plus ce que j'avais prévu. Ah oui, oui, ça va être sympa. Donc, cette chère Jupiter qui possède aujourd'hui, alors c'est la reine des lunes, hein, on est un peu évidemment obligé de parler de Jupiter. Donc oui, j'ai fait apparaître en jaune, hein, ce sont les orbites des satellites. Je trouvais que c'était assez pertinent aujourd'hui de les mettre, même si ça met des cercles un peu partout. Donc, voilà notre magnifique demi-reine du système solaire, on va dire, ou sous-chef du système solaire, après le Soleil. 92 lunes, aujourd'hui, Jupiter. Et en fait, quand on prend des livres du système solaire, enfin d'astronomie des années 70-80, régulièrement on lit que Jupiter a 12, 13 lunes, guère plus. En fait, c'est assez récent, hein, qu'on sache qu'elle en possède autant. Ça a commencé un peu avec Voyager, qui en a découvert quelques-unes de plus, donc on en connaissait 13, je crois, qui en a découvert, il me semble, 4. Et puis, en fait, la plupart des lunes qu'on a
découverts à Jupiter, les 70 qui manquent, on va dire, l'ont été entre les années 2000 à aujourd'hui. C'est en fait super récent qu'on connaisse ces 90 lunes, ou en tout cas plus de 20 lunes à Jupiter. Et évidemment, les plus remarquables sont les lunes galiléennes. Donc c'est celles qui ont l'orbite en jaune, là, donc qui ont été découvertes par Simon Marius et par Galilée, donc voilà, au XVIIe siècle. Donc si on va à la plus proche de Jupiter, ici là, on a Io, ensuite on a Europe, ensuite la plus grosse lune du système solaire, plus grosse que Mercure, c'est Ganymède, voilà, qui posséderait un océan liquide sous la croûte glacée, enfin sous la croûte et sous la glace. Ça, c'est des conclusions qu'on tire de son comportement, de sa rotation, de sa gravité de surface, enfin de sa gravité qu'on calcule et qu'on mesure en faisant passer des sondes proches. Donc on pense qu'elle aurait un océan. Et la plus éloignée, dont on a parlé la dernière fois, Callisto. Je vais prendre plaisir à vous remontrer rapidement quand même, parce qu'elle est vraiment très très belle. Alors il y a énormément de secrets et de mystères autour de ces lunes. Callisto serait peut-être la plus ancienne, en tout cas c'est la plus cratérisée de toutes les lunes de Jupiter. Elle est totalement saturée de cratères d'impact. Excusez-moi, je bois un coup. Voilà. Et en fait, alors je ne l'ai pas retrouvé l'article, je l'ai recherché mais je ne l'ai pas retrouvé. Il y a de vrais questionnements sur justement la formation aussi des lunes de Jupiter. J'avais lu un article qui supposait que en fait, les 4 lunes principales qu'on voit aujourd'hui ne sont pas les lunes entre guillemets historiques de Jupiter, c'est-à-dire que ce ne seraient pas les premières à s'être formées. Jupiter aurait, un peu comme dans la mythologie, et Chronos, mangé ses enfants, ses premières lunes, qui seraient tombées en fait sur Jupiter, qui auraient spiralé et qui seraient tombées sur Jupiter. Et d'autres lunes se seraient formées, celles qu'on voit aujourd'hui. Alors, c'est juste des travaux de certains chercheurs, hein. Tous ne disent pas ça. Parmi les derniers travaux que j'ai pu lire, alors on dirait plutôt que non, ces lunes seraient assez anciennes, enfin très anciennes, dateraient de la formation de Jupiter, quand il y a eu une brèche qui s'est formée dans le disque circumstellaire, c'est-à-dire dans le disque de poussière qu'il y avait autour du jeune Soleil. Jupiter se forme, et une autre planète va se former, Saturne, et qui en se rapprochant va faire migrer du matériel qui sera le matériel qui va permettre aux lunes galiléennes de se former. Voilà, donc on cherche encore, il y a des tas de possibilités pour les périodes de formation et pour l'histoire de ces lunes. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces 4 lunes, du moins ces 3 lunes, pardon, les 3 plus proches, Io, Europe et Ganymède, sont en résonance. C'est en résonance orbitale, c'est-à-dire que leurs orbites sont calées les unes sur les autres. Quand Europe, ici, voilà, quand Europe fait 2 orbites, Io en fait 1, et Ganymède en fait 4. Callisto, elle est tellement loin, elle n'est pas concernée par le processus. Elle est trop loin de Jupiter et des autres lunes pour voilà, avoir mêlé son balai gravitationnel. Par contre, ce phénomène de résonance et le fait que ces lunes soient assez grosses et assez proches de Jupiter engendre un phénomène assez sympa. C'est que assez régulièrement, on va avoir ces lunes qui vont passer devant Jupiter. Je pense qu'on devrait le voir de temps en temps. Et voilà. On l'a vu passer là. On a un transit qui se produit. Comme là. Ça, c'est des petits moments que les astronomes aiment bien repérer et on aime bien apprécier ça au télescope. Hein. Je pense que Jean-Baptiste, tu pourras le confirmer. Et parfois, 3 de ces 4 lunes principales vont passer en même temps entre le Soleil et Jupiter.
Donc on peut avoir un triple transit. Alors je dis triple parce que justement à cause du phénomène de résonance, les 4 ne peuvent pas se retrouver en même temps au même endroit. Mais 3, en tout cas, c'est possible. C'est arrivé en 97. Et il y en a, ouais, tous les, je sais plus, tous les... Enfin, il n'y a pas vraiment de période privilégiée, mais tous les 5-6 ans, on peut en avoir. Alors, hop. Voilà, regardez bien. On va avoir, donc Europe ne fera pas partie du balai, mais on va avoir Io, Callisto et Ganymède qui vont se retrouver alignés et dans l'axe par rapport au Soleil. Ouais, j'en doute pas hein, que tu dois les guetter ces moments. Donc voilà, regardez, on a un très bel alignement là. Et donc, on va pouvoir voir les 3 tâches. Tac. Et ça, donc tu peux confirmer, hein, Jean-Baptiste, on voit vraiment ça au télescope. On voit vraiment ça comme ça. Donc j'accélère là, mais pas beaucoup. Hein. J'ai dû accélérer une trentaine de fois, un truc comme ça. Donc voilà, on voit ces petites taches là qui courent à la surface de Jupiter. Ça dure une petite heure environ. On a quelques minutes pour les voir vraiment proches l'une de l'autre. Les unes des autres, pardon. Voilà, on peut même avoir presque un triangle équilatéral. Presque, bon, on va dire qu'il est plutôt isocèle celui-là. Oui, on voit les ombres, ouais. Et donc, si je le remets en arrière, on va voir que c'était très bien aligné. Hein. Hop. Voilà, Io. Regardez. On la voit bien là. Ganymède. Et Callisto. Et oui, c'est ça. C'est ça, Callisto. Voilà, c'est Europe qui faisait pas partie de la danse. Alors, tiens d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de ça en introduction. L'histoire des lunes du système solaire, assez bizarrement, c'est aussi quelque part l'histoire de notre rapport à la possibilité de la vie. Parce que déjà rien que sur la Lune, on imaginait que la vie était possible. Même le grand Kepler avait écrit un des premiers romans de science-fiction sur les Sélénites, sur un voyage sur la Lune, et un peu à la manière de Tintin, Objectif Lune dont on a parlé, avait imaginé très bien quels pouvaient être les effets de la pesanteur, enfin de l'impesanteur, etc. Et il avait imaginé donc que sur la Lune, la gravité étant plus faible, il pouvait y avoir des formes de vie physiquement différentes, plus allongées, plus grandes, etc. Et en fait, alors sur la Lune, évidemment, on s'est assez vite rendu compte qu'il n'y avait pas de vie telle qu'on pouvait l'imaginer, mais j'ai envie de dire, jusqu'à tard, en fait, il y avait encore cette légende, parce qu'il faut quand même savoir que les astronautes d'Apollo 11 sont restés en quarantaine, je ne sais plus si c'est 15 jours ou 3 semaines, en revenant de la Lune, parce qu'on ne savait pas des fois qu'ils ramènent une maladie. Une maladie, ça aurait été une maladie extraterrestre, quoi, ce qui aurait été incroyable, parce que quelque part, ça aurait été une forme de vie s'ils avaient été contaminés par un virus ou par des bactéries. Donc c'était fou quand même de croire ça. Et pareil pour Mars, il a fallu la sonde Mariner 4 et 1964 de mémoire pour qu'on commence à comprendre qu'il n'y avait pas de martiens. Donc il y a encore très peu de temps, en fait, on imaginait que de la vie était possible dans le système solaire, de la vie vraiment développée, complexe, un peu comme on a sur Terre. Et puis voilà, dans les années 60, ça a été un petit peu la douche froide avec ces images de Mariner. Et donc, on a compris que ça allait être plus compliqué que ce qu'on imaginait. Et puis, petit à petit, en fait, on a eu un peu l'opinion
inverse, enfin l'opinion extrême inverse, c'est-à-dire de se dire bah non, finalement il n'y a que la Terre qui est active dans le système solaire, il n'y a que sur Terre qu'il y a une géologie, qui a voilà, une activité de surface, etc. Donc partout dans le système solaire, on trouvera que des astres morts. Et puis il y a eu une mission qui a commencé un peu à faire changer tout ça. Hop. C'est ouais, une mission que j'adore vraiment. Pour moi, c'est la plus belle mission non habitée de l'histoire de la conquête spatiale, hein, les sondes Voyager 1 et 2, pour des tas de raisons. C'est probablement la mission la plus romantique qu'on ait jamais faite, hein. Elles sont très très loin du système solaire, enfin très loin dans le système solaire, à 20 milliards de kilomètres, au-delà de l'héliopause. C'est-à-dire au-delà du champ magnétique solaire et du vent solaire. Elles emportent le Golden Record, c'est-à-dire qu'elles ont un témoignage sur elles qu'on voit d'ailleurs, hein, c'est le petit disque qui brille là, un témoignage brillant de l'existence des humains, des chansons qu'on a pu inventer. Ouais, ouais, bien sûr, c'est Carl Sagan. Enfin, même Pionnier, hein, c'est la femme de Carl Sagan qui a fait les plaques Pionnier. Donc en fait, c'est lui qui était missionné ou intéressé à tous les messages galactiques en fait, hein. Donc voilà, oui, il s'est occupé du message galactique des sondes Voyager. J'adore penser à ces 3 semaines pendant lesquelles, dans les bureaux de la NASA, bah, ils cherchaient quoi mettre en fait comme enregistrement. Ils allaient voir des gens, ils leur disaient tu parles quelle langue, bah vas-y dis bonjour dans la langue que tu parles. Le fils de Carl Sagan qui enregistre bonjour de la part des enfants de la Terre. Enfin voilà, ces missions-là, sans compter le fait qu'elles ont pu traverser tout le système solaire en quelques dizaines d'années, alors que c'était très très rare qu'on ait cet alignement de planètes. Ça arrive quasiment jamais. Quand ces planètes ne sont pas alignées, il faut plus de 70 ans pour aller de la Terre à Neptune. Bref, il y a tout un tas de paramètres qui font que les sondes Voyager sont vraiment des sondes particulières et des missions particulières. Et Voyager 1 en 79 va ramener une image. Oui, en plus, quand on pense qu'elle fonctionne encore, les deux sondes, hein, même si Voyager 1, bon, elle n'envoie plus rien, Voyager 2 arrive encore un petit peu à communiquer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc Voyager 1, donc, qui était missionnée, elle, pour s'occuper uniquement de Jupiter et de Saturne, avant de partir avec une trajectoire, on va dire, polaire, pour s'échapper du système solaire. Elle a pris une image de Io, la lune la plus proche de Jupiter, une image qui a fait le tour du monde à l'époque et qui a stupéfait les astronomes. Regardez cette image. Donc voilà, bon, c'est une belle image hein, d'astronomie parce que voilà, on est en 79, c'est une des premières images de Voyager, donc c'est un peu le début de la légende. Mais surtout, vous remarquez voilà, qu'il y a quelque chose derrière Io. Et alors, sans doute que là, sur le chat, vous êtes nombreux à savoir ce que c'est, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Je me souviens d'avoir vu des gens qui travaillaient pour le JPL et des astronomes qui travaillaient sur la mission Voyager qui disaient mais on n'en a pas dormi de la nuit, quoi. On s'est dit mais mince, il y a une lune en orbite autour de Io ou une autre lune qu'on ne connaît pas qui est en train de passer derrière Io, une lune de Jupiter inconnue. Dans tous les cas, c'était une découverte, quoi. Et en fait, non, c'est encore plus fort qu'une lune. Voilà ce qu'ils ont découvert, on l'a compris après, voilà une image bien plus récente, donc ça c'est Galileo, c'est en 2006. Io possède une activité volcanique, une activité de surface. Elle a 200 volcans en activité permanente. Et donc, c'était tout simplement la première fois qu'on avait la preuve qu'il n'y avait pas que sur Terre qu'il se passait des choses, qu'il y avait d'autres astres dans le système solaire, sans même parler d'aller au-delà, qui étaient vivants, quoi. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'incroyable.
Alors voici Io. Et voici le mont Pelée, qui est un volcan. Alors, qui n'est pas le plus grand volcan de Io, même si j'avoue que sur mon simulateur, on a un peu l'impression. Vous voyez l'espèce d'anneau orange là, c'est de la lave c'est les panaches de lave qui retombent, de soufre qui retombent sur Io et qui donne cette couleur orangée. Et alors, elle a pas mal de formations très étonnantes, Io. Par exemple, alors est-ce que je vais les retrouver? Alors, je les ai en image, je vais vous les montrer en image, puis ensuite on va essayer de les retrouver. Voilà une éruption du mont Pelée. Alors ça, c'est un montage. D'après ce que j'ai compris, c'est un montage parce que l'éruption date de 98 et l'image là, je sais plus, mais elle correspond pas avec les dates. Donc je pense que c'est un montage qu'on a fait a posteriori. Mais en tout cas, c'est un vrai panache du mont Pelée. Mais voilà, je crois que c'est deux images qui ont été mises ensemble pour faire cette illustration, on va dire. On a aussi ce que les spécialistes de Io appellent des patères ou des pateras. En fait, c'est des sortes de crevasses volcaniques. Hein, c'est des sortes de peu comme des calderas effondrées de lave. Et il y en a plein à la surface de Io. Alors je vais aussi vous montrer. Alors il faut que j'enlève ça. Tac, voilà. Je vais essayer de vous montrer Loki, qui serait le plus grand volcan de tout le système solaire. Alors regardez quand même comme c'est beau de voir ces lacs de lave sur Io la nuit. C'est quand même assez incroyable. Ça doit être fou d'être dans un vaisseau et de traverser le système solaire et de tomber là-dessus. Ça doit être assez incroyable. Des voyages touristiques en orbite autour de Io, ouais, ça serait la classe. Hein. Ça serait carrément la classe. Moi, je trouve que ceux qui vont aller autour de la Lune, là, c'est des petits joueurs. Hein. Il faut payer 20 fois plus cher, il faut aller autour de Io. Alors bon, par contre, c'est peut-être 10 ans de voyage. Hein, et d'ailleurs, 4 ans aller, 4 ans retour. Il y en a pour un petit moment quand même. De quoi est faite la lave? Voilà le genre de question que je redoutais. Alors, attends, je vais mettre en pause. Il y a beaucoup de soufre, mais je ne peux pas te répondre exactement. Je sais même pas. Alors, il doit y avoir de la silice et un peu de basalte, j'imagine. Hein. Mais en fait, je sais pas exactement. Je suis même pas sûr qu'on sache vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de soufre. D'ailleurs, si j'y pense, je vous montrerai un petit si, il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, mais alors, je crois pas dans l'atmosphère de Io. Et ouais, je sais pas exactement. Ce verre, par exemple, j'ai cherché, mais je sais pas exactement de quoi il est fait. Il y a de la glace, il y a du cryovolcanisme sur Io. Donc, il y a un petit peu d'eau. Mais alors, tiens, je peux regarder vite fait la composition, parce que j'ai des images que j'avais pas prévu de vous montrer. Je voulais pas trop non plus vous saouler avec des illustrations. On suppose la structure de Io, donc avec un cœur solide, un manteau partiellement fondu. Ouais, je sais pas exactement. Tiens, voyons ce que dit le logiciel de l'oxyde de soufre. Ouais, beaucoup de soufre. Tu vois, oxyde de soufre et soufre dans l'atmosphère. La roche, je peux pas vraiment te dire plus. C'est une bonne recherche à faire, mais je suis pas sûr qu'on ait vraiment la réponse. Alors là, alors, il n'est pas très impressionnant. On va le survoler un peu pour le plaisir. On a le fameux mont Loki, le plus grand volcan du système solaire en activité, parce que le plus grand volcan éteint, c'est le mont Olympe sur Mars. Et à côté, on a un lac de lave, Tupan, je ne sais plus comment il s'appelle, tiens, Paterakulan, pardon. Ça fait dans les
300-400 km, je pense. Et c'est de la lave qui s'écoule en continu. Donc c'est chouette. Il y en a qui veulent faire du tourisme, on va aller faire du tourisme. Voilà, on fonce sur le petit lac de lave. Alors on va essayer de pas s'écraser, on va juste survoler. Donc c'est assez tourmenté, hein. Il y a des reliefs assez impressionnants sur Io. Il y a quand même une montagne ou un volcan de 18 km de haut, peut-être le mont Loki justement, hein. Donc c'est quand même assez impressionnant pour une lune qui fait dans les 4000 km de diamètre, hein, il me semble. C'est plus gros que notre lune et c'est plus petit que Mercure ou Ganymède. Voilà, c'est dans ces eaux-là. Si quelqu'un sait, hein, pour les questions que posait Simon ou que d'autres posent, quand j'ai pas la réponse, faut vraiment pas hésiter, hein. Je suis loin de tout savoir sur les objets que je présente parce que de toute façon on ne sait pas tout. Voilà. Alors, donc voilà, Io a en fait relancé un peu la curiosité des, des- des géologues, on va dire, pour le système solaire. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas des choses qui se passaient que sur Terre, et ça a été très important. Alors pour la blague, j'ai trouvé ça sympa. On imaginait même de la vie, hein, il y a longtemps sur Mars. Oui, tout à fait. Tout à fait, absolument, Simon. Évidemment qu'en fait, il y a une limite à la taille des montagnes qui est due à la gravité. Notamment sur Terre, la limite c'est à peu près l'Everest. En fait, l'Everest pourrait être guère plus grand. Alors je sais plus, j'avais vu le calcul, hein, je crois même que je l'avais fait il y a longtemps. C'est une dizaine de kilomètres sur Terre, la limite à partir de laquelle une montagne s'effondrerait sous son propre poids à cause de la gravité. Sur des planètes plus petites et moins massives, comme Mars ou sur des lunes, évidemment que cette limite saute, elle saute pas, mais elle est bien plus élevée. Donc on peut voilà, dépasser allègrement les 10, 15, 20 km, tout à fait. C'est une excellente remarque. Donc voilà, il y a quelques temps, on pouvait imaginer de la vie sur Io. Alors c'est des genres de drôles de pingouins, quoi. Euh, alors voilà, c'est assez drôle aujourd'hui quand on sait qu'il y a une activité volcanique permanente sur Io. Ça va être très très dur. Mais voilà, c'est une fois de plus, il y a encore quelques dizaines d'années, on imaginait vraiment en fait qu'il pouvait y avoir de la vie dans le système solaire, de la vie développée, quoi. Alors, on va maintenant voir Europe, et avant de voir Europe, ben, voilà, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, qu'en avril, il va y avoir une sonde, une mission très intéressante. Un astronaute avec un fusil, ouais. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, il paraît, alors je sais pas si c'est vrai, mais je crois que c'est vrai, hein, parce que je l'ai vu dans pas mal de docs qui semblaient sérieux, que Apollo 11, ils étaient tous armés d'un pistolet au cas où. Je sais pas si c'était pour se tuer les uns les autres ou pour tuer des méchants sélénites ou des soviétiques qui seraient arrivés avant eux. Je sais même pas s'ils le savaient eux-mêmes, mais dans le doute, ils ont pris ils avaient un pistolet avec eux, quoi. Donc voilà, la sonde Joyce, Jupiter Icy Moon, qui va décoller à bord d'une Ariane 5, je crois, une des toutes dernières Ariane 5, en avril, je sais plus, entre le 14 et le 20 avril, il me semble, et qui va aller donc étudier les lunes glacées de Jupiter, donc Europe, Callisto et Ganymède, étudier la possibilité, qu'on suppose fortement, que des océans existent à l'intérieur de ces lunes, et voilà, en apprendre plus sur ces trois mondes glacés qui sont vraiment fascinants. Et c'est pas juste parce qu'on aime l'espace que je vous dis ça, hein. Vraiment, voilà, ces lunes ont énormément à nous apprendre sur les, les, les conditions dans lesquelles la vie pourrait se développer dans l'univers ailleurs que sur Terre, entre autres, et sur même la formation des lunes, de la Terre et autres. Alors, et ben justement, on va aller voir Europe. Alors, je vous en ai déjà parlé d'Europe, hein, bien sûr.
je vais vous montrer autre chose parce que en fait, alors je crois que c'était déjà le cas hein, quand la première fois que je vous l'ai montré, je vous en avais parlé, mais je ne l'avais pas montré ça. Il y a un article qui est paru il y a peu de temps, voilà, donc c'est bien Europe, sur Ciel et Espace, je crois, et qui a dû paraître d'ailleurs ailleurs, probablement dans Astronomie Astrophysique. Une équipe de chercheurs pense qu'il y a un genre de tectonique des plaques sur Europe. Alors, je rappelle, Europe, voilà, c'est cette lune entièrement gelée, c'est une grosse boule d'eau qui fait peu ou prou la taille de notre lune, qui possède la surface, alors là elle passe dans l'ombre de Jupiter, il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas un bug, voilà, qui possède la surface la plus jeune de tout le système solaire. Ça, en fait, on le voit. On voit qu'il y a très peu de cratères. C'est vraiment, on est très loin d'une surface à la Callisto ou autre. Alors vous étonnez pas s'il y a des zones qui sont floues et des zones qui sont très détaillées comme là. C'est qu'en fait, voilà, c'est des bandes. En fait, ça a été imagé par des sondes. Et quand les sondes ont imagé vraiment précisément, le logiciel peut simuler très précisément le sol. Quand c'est flou, ça veut dire qu'on a eu que des images lointaines, on n'a pas fait de survol proche, rapproché. Donc, voilà, il y a très peu de cratères à la surface d'Europe, ce qui montre que cette surface a au grand maximum 100 millions d'années. Alors, évidemment, 100 millions d'années, ça nous paraît toujours vieux, mais à l'échelle géologique, 100 millions d'années, c'est vraiment très peu. Voilà, là, il y a un petit cratère, ici, là. Voilà, mais c'est très rare. Quand on voit Callisto, qui en est absolument recouverte, hein, avec des cratères dans des cratères, ou même notre Lune, tout simplement, hein, qui est recouverte de cratères. Là, c'est pas du tout le cas. Donc on voit bien qu'il y a de la glace en fait qui se dépose en continu sur Europe, et c'est le cas, hein, il y a des geysers donc, sur Europe. Alors j'ai les images. Hop. Voilà. Alors c'est pas des très belles images, mais on a voilà, des plumes, comme disent les Anglais, donc des panaches d'eau. Qui donc jaillit de cette surface. En fait, la grande question qu'on se pose, c'est quelle est l'épaisseur de la couche de glace sur Europe. On a deux hypothèses de structure. Donc voilà, ça serait la structure d'Europe, donc avec un noyau métallique solide, un manteau rocheux, un océan, pas forcément très épais, mais suffisamment. Ouais, je vais te répondre, Evelyne. Suffisamment pour qu'elle contienne plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis, quand même, hein, vu que là c'est global, c'est un océan global. Et donc une croûte glacée. Alors, comment est-ce que sa surface peut être si jeune? Eh bien, justement, par une activité géologique, une activité de surface permanente avec, en fait, je vais zoomer un peu. Voilà, c'est linéa qui se forment, qui s'entrecroisent, des sortes de failles qui se créent en permanence. Alors, quelle est la source d'énergie qui permet à la surface d'Europe d'être ainsi modifiée quasi en permanence? C'est tout simplement, probablement, uniquement les interactions gravitationnelles avec les autres lunes, donc les lunes principales, hein, Io, Callisto, Ganymède, et la variation de distance d'Europe à Jupiter. Les immenses forces de marée de Jupiter malaxent la surface d'Europe et donc voilà, apporte une chaleur qui fait que l'eau sous pression va jaillir. Alors, Simon qui me pose toujours d'excellentes questions.
moi, je me suis toujours dit que la plupart étaient en fait des canyons. Voilà, on peut aller à l'intérieur. Mais effectivement, on voit des ombres. Alors, quand on va à l'intérieur, on a un peu les deux, en fait. On a un petit peu les deux. Bon, après, ça reste entre guillemets procédural, parce qu'on n'a jamais fait un survol aussi rapproché d'Europe, hein, malheureusement. Par contre, ouais, non, les ombres, c'est plutôt du creux, hein. C'est plutôt du creux, c'est les parois c'est l'ombre des parois. Euh, Par contre, voilà, ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que ces croûtes, en fait, elles agissent comme des mini plaques tectoniques. Alors tiens, cette zone là, voilà que j'ai repérée. Je vais vous montrer leurs images. Ah oui, alors pardon, non, je vais terminer sur la structure et ensuite je vous montre les plaques tectoniques. Donc voilà, on a deux possibilités en fait, euh, où on a ce qu'on appelle de la glace chaude. En fait, c'est de l'eau, mais sous des conditions de pression et de température tellement particulières qu'elle forme de la glace qu'on dit chaude. Ou alors on a un océan liquide. Il y a la possibilité aussi, alors c'est on va dire les plus pessimistes entre guillemets qui disent ça, que la croûte de glace soit tellement épaisse à la surface d'Europe que oui, il y aurait un océan liquide, mais en fait à des telles pressions que la vie pourrait pas du tout s'y développer, qu'il ne pourrait pas y avoir voilà, de cellules capables de résister à cette pression-là. Vu la taille des geysers, la pression générée par le mouvement des plaques doit être phénoménale. Oui, 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 tout à fait. C'est la- justement, ça va dépendre de la taille de ces, de ces plaques tectoniques, enfin de ces plaques de glace, de ces plaques de glace, ouais. La taille des geysers, c'est, je crois jusqu'à 300 km. Donc c'est quand même vraiment impressionnant. Et donc, euh, euh, oh, j'ai oublié de mettre. Ah non, voilà. Voilà, regardez sur cette image. Donc ça, c'est une étude vraiment très très récente et vous allez reconnaître parce que voilà, c'est la zone que j'ai sélectionnée d'Europe. C'est l'INEAE, on les appelle comme ça, les grandes lignes rouges. C'est l'INEAE qui s'entrecroisent et qui forment une croix en bas. Et sur l'image de droite, vous avez donc ces linéae qui sont en jaune et les plus petites s'entrecroisent et là où elles s'entrecroisent, en fait, elles forment donc vraiment des plaques. On en a qui sont quasiment carrées. Et donc elles passeraient les unes sous les autres. Il y aurait un phénomène de subduction, comme avec les plaques tectoniques terrestres. Alors apparemment, la différence qu'il y aurait, c'est que, et on ne sait pas bien pourquoi, elles seraient bloquées dans leur mouvement les unes contre les autres. Elles iraient beaucoup moins loin que les plaques tectoniques terrestres qui s'enfoncent vraiment dans le manteau et dans le magma en fait, hein. Là, il y aurait un phénomène qui les empêcherait d'avoir des mouvements aussi profonds. Et donc, voilà, on voit là une différence avec ce qui se passe sur Terre. Donc si je zoome, on les retrouve, hein, ces plaques là, celles que je viens de vous montrer. Je vais les enlever. Tac, voilà. Donc j'ai zoomé sur vraiment la même région et on reconnaît, hein. Voilà, on reconnaît effectivement ces plaques qui sont rectangulaires, presque carrées. Voilà, donc typiquement le genre d'infos qui avanceront grâce à la sonde Joyce. Peut-être qu'on pourra d'ailleurs évaluer la pression exacte de ces geysers, l'épaisseur surtout de la croûte de glace, parce que vraiment, j'en parlais avec des spécialistes qui me disaient que vraiment c'est là-dessus qu'il y a vraiment un grand débat, quoi. Et le rouge,
tiens, je suis surpris que personne ne me demande pourquoi c'est rouge, ou alors vous le savez peut-être. C'est des dépôts salins. À la surface de cette lune, en fait, on a un genre de sel. Parce qu'à une époque, on s'est même dit, mais ce rouge-là, est-ce que ça peut pas être des bactéries? Moi, je sais que quand j'ai certains fromages au frigo qui virent au rouge, on a des bactéries dessus qui se développent. Donc, on a pu se demander ça. Moi, je sais qu'en sciences de planétarium, on m'a souvent demandé si le rouge, ça pouvait être des formes de bactéries, quoi. Le sang des glaciers. Ah, c'est comme ça qu'on appelle ces dépôts salins, le sang des... Mais effectivement, ça me rappelle quelque chose. Je crois avoir déjà vu des trucs comme ça sur Terre, dans des documentaires ou autres. Et là aussi, il n'y a pas si longtemps, en 1903, on imaginait Europe comme ça. Oui, les algues. Oui, voilà, oui, c'est ça, les algues, absolument. Alors, notez le transit sur l'image, sur Jupiter, la grande tache rouge. Et, donc, voilà, en 1903, on a des... Alors, ça fait un peu Douanier Rousseau, d'ailleurs. On a des peintres, des illustrateurs de science-fiction qui imaginent qu'il y a des océans sur Europe et donc des formes de vie. Voilà, une fois de plus, je vous dis que l'histoire des lunes dans notre système solaire, on dirait le Denis Rousseau, ouais, je trouve aussi. L'histoire des lunes dans le système solaire, en fait, est vachement liée à notre rapport à la vie extraterrestre. Ouais, on en est loin, on en est loin, il fait moins 190 degrés, ou moins 190 je crois. On était très optimistes, On savait pas grand-chose aussi de, de l'évolution de la vie. Merci Space Lorenzo, à bientôt, bonne soirée. Alors, ouais, c'est vrai, je voulais faire 1 heure, ça fait déjà 1 heure. Là. Bon, qu'est-ce que j'ai prévu? Ah oui, de vous montrer rapidement une petite lune, parce qu'elle est vraiment étonnante. Et puis, je me suis pris le bec avec ChatGPT sur elle, alors il faut que je vous la montre. C'est Amalthée. Alors, logiquement, elle devrait être là, mais est-ce que c'est bien le cas? Tac. Et non, c'est Thèbes, j'ai bien fait de ne pas foncer dessus. Alors... Ma petite Amalthée, où es-tu? Peut-être qu'elle est là. Sinon... Ah ouais, bon là j'ai une étoile carrément. Allez, on va la faire apparaître comme ça. Hop. Donc cette lune, elle a une grande particularité. Elle est rouge. Regardez-moi ça. Ah bah là, elle est dans l'ombre de Jupiter, elle est bien bonne. Alors, on va la faire sortir de l'ombre de Jupiter. Voilà. Et elle est rouge. Donc voilà, comme beaucoup, depuis quelques semaines, quelques mois, je m'amuse un peu avec ChatGPT. Alors, je suis un peu tombé de haut avec lui. Je sais que bon, y a pas mal de gens qui l'ont remarqué, mais il faut vraiment faire gaffe avec ses réponses. Il m'a sorti des erreurs de calcul, mais vraiment voilà, qui prennent 2 secondes à la calculatrice à vérifier. Il était capable de me dire, je sais plus, que une racine cubique de 70 faisait 11. Je leur demande, il me le redit. Il a été capable de me dire qu'en l'absence d'atmosphère, les océans sur Terre... Ouais, il aime pas les maths, ouais. Que les océans sur Terre ne seraient plus liés par la gravité. Pareil, je dis, mais quel est le rapport entre l'atmosphère et la gravité? Non, mais oui, je sais bien, il n'y a aucun rapport, mais bon, quand même, en l'absence d'atmosphère, les océans partiraient dans l'espace à cause de l'absence de gravité. Mais enfin... bref, au départ, je lui ai demandé s'ils allaient plutôt geler ou plutôt s'évaporer. Bref, faut vraiment faire gaffe. Et donc, il n'y a pas longtemps, je m'interrogeais justement sur la couleur rouge de ce joli satellite. Et donc, je demande à mon ami ChatGPT pourquoi Amalthée est rouge. Et là, à la ChatGPT, non, je suis désolé de vous le dire, mais votre information est erronée. Amalthée n'est pas rouge, elle est grise, les dernières images le prouvent, peut-être qu'il y a une confusion avec la Lune qui devient rouge lors des éclipses. Alors je suis allé vérifier, donc Amalthée est bien rouge, on pense qu'elle est rouge à cause du soufre justement éjecté par Io.
Euh, et voilà. Et en fait, c'est assez génial parce qu'il me dit, ouais, Amalthée, en fait, elle est grise. On le voit grâce aux dernières images de Galiléo. Alors, bah oui, c'est des images en noir et blanc, quoi. Bref. Bref. Voilà, donc Amalthée, alors je crois qu'on sait pas trop pourquoi elle est verte, par contre, par endroit. Voilà, le rouge, a priori, c'est du soufre. Donc c'est un petit satellite hein, qui fait dans les 140 km, qui est très très aplati, et qui est très très proche aussi de la limite de Roche de la planète Jupiter. Alors, eh ben, on va pouvoir quitter Jupiter et on va aller voir Saturne. D'ailleurs, tiens, bah, c'est le nuage... Oui, probablement. Alors attends, je l'ai pas vu. Là, on a les Pléiades. J'ai dû bien tourner. Hein. Alors malheureusement, là, on a Orion à droite. Oui, tout à fait. Ici, là. Ici, là, c'est bien le nuage de Magellan. Ouais. Là. Alors, je foncerai bien dedans, mais oh, je peux te faire plaisir hein, si tu veux qu'on fonce dedans. Alors, par contre, il n'est pas archi bien euh, modélisé. Il est un peu plat. Il n'est pas assez irrégulier. Mais je... Voilà. Normalement, c'est pas une galaxie aplatie comme ça. Hein. Je peux faire quelque chose pour l'avoir modélisé en volumétrique. J'ai juste eu peur que ça me plingue 2-3 autres trucs, donc je ne l'ai pas mis, mais à l'occasion, si tu veux, je pourrais essayer. Alors, je voulais vous amener voir Saturne. Et d'ailleurs, au passage, on peut également observer sur Saturne des transits. Ça arrive. T'en as déjà observé, toi, des transits sur Saturne? En fait, c'est assez difficile depuis la Terre parce qu'apparemment, il faut qu'on soit dans le plan des anneaux de Saturne, ce qui n'arrive qu'une fois tous les 15 ans. Et ce qui devrait arriver d'ailleurs, je sais plus, en 2025, un truc comme ça. Alors ça sera un peu malheureux pour ceux qui aiment faire de l'observation, parce que voilà, on verra en gros ça. On verra les anneaux de Saturne qui ont quasiment disparu. Et donc parfois on peut voir l'ombre de Titan parcourir Saturne. Voilà, il faut que ce soit l'année où la Terre est dans le plan des anneaux. Alors, j'avais envie de nous amener voir un des satellites les plus lointains. Japet. Alors, est-ce que ça c'est Japet ou Hyperion? Ça c'est Hyperion, ok. Alors, Japet serait peut-être là. Ici, Rhea. Dionée, ok. Où es-tu, Japet? Bon, je vais aller te chercher. Iapetus. Il est très étonnant ce satellite. Ah, il s'écrit pas comme ça? Ah, ça doit être un I. Iapetus, voilà. Tac. Ah oui, il est super éloigné. Il est super super éloigné. Alors, ce satellite, il est très étonnant. Parce qu'il est. C'est un peu. C'est Janus, en fait. Le satellite, le dieu aux deux visages. Il a un côté extrêmement clair. Et un côté extrêmement sombre. Et ce que j'ai trouvé très étonnant d'ailleurs, c'est qu'apparemment il est en orbite synchrone. Donc il montre toujours le même côté à Saturne. Et ça serait le côté blanc. Et là, regardez, il a une structure un peu en balle de tennis, on dit aussi en yin-yang. Et regardez comme il est sombre. Son albédo, il doit pas être très élevé, hein, il ne réfléchit pas beaucoup de lumière du soleil. On voit là qu'il a un très très beau cratère. Et c'est archi sombre. Et a priori, du moins c'est ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, qui en astronomie est quand même très très fiable. A priori, ça serait lié à son rapport avec Phébé, qui serait un astéroïde capturé par Saturne et qui donc éjecterait du matériel qui se retrouverait sur Japet. Alors j'ai trouvé ça assez étonnant, je vous le cache pas, parce qu'il y a plus d'1 million de kilomètres entre les deux. J'avoue que je trouve un peu étonnant, mais bon, c'est vrai que s'il n'y a rien d'autre dans les parages, bon, c'est la gravité de Japet qui attire le matériel, donc c'est pas non plus délirant comme idée. Mais c'est quand même assez étonnant. En tout cas, voilà, un satellite qui soit
aussi blanc d'un côté et aussi noir de l'autre. Et je vous avoue que ce qui m'a vraiment étonné, c'est que, voilà, moi je m'étais toujours demandé pourquoi il y avait un côté noir, un côté blanc, et la première idée que j'ai eue, c'est de me dire, bon, il doit y avoir une interaction avec le rayonnement solaire. Et bon, a priori, c'est le côté noir qui est tourné vers le soleil. Le côté blanc, alors peut-être que c'est ça, du coup, peut-être que le côté blanc est un peu protégé par Saturne du rayonnement solaire. Mais en même temps, Phébé est très sombre, donc le matériel éjecté par Phébé serait plutôt noir. Vous voyez, il y a un truc voilà, qui est assez mystérieux. Mais bon, comme très souvent en physique et en physico-chimie, c'est plus complexe que ce qu'il ne semble au premier abord. Alors, on va laisser Japet qui, pour ceux que ça intéresse, qui fait quand même dans les 1400 km, je crois. Diamètre, voilà, 1400 km, c'est quand même... c'est le, je sais plus, troisième ou quatrième satellite dans l'ordre des tailles pour Saturne. Mais bien sûr, voilà, si on parle de satellites de Saturne, on a envie d'aller voir Titan, parce que un petit peu comme Io ou comme Europe, Titan est quand même vraiment, vraiment très particulier. Il doit être là d'ailleurs. Voyons. Voilà, il est là. On savait depuis... on supposait depuis pas mal d'années que Titan déjà avait une atmosphère. D'ailleurs, on va arriver par derrière. Comme ça, on la verra bien. Et que, en plus de ça, Titan pouvait posséder des lacs. Alors, voilà son atmosphère. Alors, on a plutôt l'habitude de la voir bleue. Voilà, comme ça. Donc, on sait depuis un moment que cette lune est très intéressante parce que, bon, déjà, elle est assez grosse. C'est la deuxième plus grosse lune du système solaire. Elle fait quand même 5000 km, il me semble, de diamètre. On va vérifier. Voilà, 5149 km de diamètre, donc c'est quand même vraiment de la belle lune. Elle a une atmosphère qui est encore plus dense que l'atmosphère terrestre. Hop. Et en infrarouge, on voyait qu'il y avait des surfaces très sombres sur Titan, notamment à l'équateur. Et donc on a pensé que ça pouvait être des mers. Mais c'est bon, quand même des mers à moins 190 degrés, c'est un peu étrange. Peut-être d'anciennes mers. On a souvent dit d'ailleurs que Titan était une terre comme congelée. Une terre à 1 milliard de kilomètres du Soleil. Tu dis quoi, Space Vegetable? La mission Dragonfly va être une des plus fascinantes. Oui, alors je crois qu'elle est en train d'avancer un peu, parce qu'elle était quand même très hypothétique du côté de la NASA, mais je crois qu'ils ont dit qu'ils allaient vraiment le faire, oui. Ouais, donc la mission Dragonfly, ça serait d'envoyer un hélicoptère, en fait, un genre de comme un Ingenuity au-dessus des lacs de Titan qu'on a fini par découvrir. Voilà, pour voir si une chimie est possible à l'intérieur. Donc, il y a une très 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 belle mission, la mission Cassini-Huygens, qui a décollé en 97, qui était une mission conjointe de la NASA et de l'ESA. Donc la mission Cassini nous a ramené des photos magnifiques du système saturnien. Et une des premières missions de Cassini était d'aller se mettre en orbite autour de Titan, justement pour l'étudier et pour libérer le module Huygens fabriqué par l'ESA, qui devait aller se poser alors justement à l'équateur pour voir un peu ce qu'il y avait à la surface de Titan. Alors, peut-être ce qu'on peut faire, c'est on va faire comme la sonde Huygens. Alors je crois qu'elle s'est posée dans cette région-là. Elle ne s'est pas posée au pôle. On verra après ce qu'il y a au pôle.
Voilà. Elle s'est posée par ici. Alors là, moi, j'ai retiré l'atmosphère et les nuages pour qu'on en profite, mais en vrai, c'est pas comme ça. En vrai, c'est comme ça. Et donc, j'ai parfois des petits artefacts qu'on voit là. Et donc, ah oui, j'ai deux fils artefacts là. Bon, j'espère qu'ils vont pas rester. Et elle a pu prendre la sonde Huygens une image splendide du sol. Alors, c'est pas celle-ci que je voulais vous montrer en premier, c'était celle-là. Voilà. Où on voit des galets de glace. Et donc ça, c'est l'image du sol le plus lointain sur lequel une machine humaine se soit posée. Hein. C'était en 2005, il me semble, ou 2006, mais je crois que c'est 2005, en janvier, peut-être le 14 janvier ou le 15 janvier. Et donc j'ai trouvé une image assez intéressante à noter, en fait, voilà, où on voit que les galets, ils font dans les 15 cm environ, ils sont à 80 cm, enfin le galet numéro 5, il est à 80 cm environ de la sonde. On a un horizon à 80 km. Et donc, voilà, on a pensé que soit Titan avait possédé des mers par le passé qui avaient laissé des dépôts alluviaux noircissant le sol, soit il y avait une activité saisonnière. Effectivement, il y a une activité climatique sur Titan. Il y a un cycle sur Titan qu'on peut comparer au cycle de l'eau sur Terre, qui est un cycle du méthane, où il pleut du méthane. Et en fait, dû à la faible gravité, les gouttes de méthane, qui doivent être assez grosses, tombent très lentement à la surface de Titan. Et on a donc des lacs également sur Titan, mais alors pas à l'équateur, plutôt vers les pôles, surtout au pôle nord et un petit peu au pôle sud. Donc on redécolle. Voilà. Et on va aller les chercher. Alors là, ça doit être pôle sud. Allez, on va aller plutôt au pôle nord. Voilà. Et je vais vous montrer les images, et puis après, on va aller se poser dessus. Voilà, donc les images qui ont un peu fait le tour du monde quand même. Hein. C'est ça. Voilà, c'était quand même assez dingue de découvrir des lacs à moins 190 degrés, à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Et là aussi, c'était une grande première. On avait Io avec son activité volcanique, donc on croyait réservé à la Terre. Et on a maintenant Titan, enfin maintenant depuis 2005, Titan qui possède des lacs donc liquides, pareil, chose qu'on croyait réservée à la Terre et son atmosphère, et sa température de plus 15 degrés grâce à l'effet de serre, etc. Titan, malgré ses moins 200 degrés, possède des lacs, elle possède une atmosphère plus dense que l'atmosphère terrestre, et le méthane, donc, parce que c'est pas de l'eau, bien sûr, le méthane à cette température de moins 190, moins 200 degrés devient liquide à ces conditions de pression. Donc on a réellement voilà, des lacs et un système climatique à base de méthane, ce qui est complètement fou. Donc on peut imaginer maintenant qu'il y a également une biologie qui est possible. Alors à moins 190 degrés, les chimistes quand même vont dire oh là, on va se calmer, les échanges, il ne va pas y en avoir beaucoup, ça va être quand même très compliqué. Mais voilà, rien ne s'y oppose formellement, on va dire. Alors, on va foncer vers ces lacs. Et voilà. Alors je peux remettre. Tac. Donc vous voyez le soleil, on le voit quasiment pas. Hein. Là j'ai enlevé les nuages. On le voit un petit peu à peu près à la taille qu'il a depuis cette distance d'1,5 milliard de kilomètres. Mais
Voilà, en remettant les nuages, on voit à peine le soleil, tellement l'atmosphère est dense. Alors, on va essayer de trouver un lac. Voilà. Donc voilà, c'est ici hein, que la mission Dragonfly, si elle existe un jour, viendra vérifier si par hasard il n'y a pas des petites formes de vie, des petits poissonnets. On ne sait pas. Du poissonnet, je rigole, hein, mais des bactéries, ça serait déjà génial. Donc voilà, la science-fiction dans notre propre... c'est rigolo ça. Dans notre propre système solaire, à la cour en fait. Hein. Tout ce qu'on a pu imaginer en science-fiction, des mondes avec un autre liquide que de l'eau, voilà, tout ça, ça existe en fait. Alors. Ah, mais quel idiot. Et ouais, ouais, désolé. Ah bah je vais pouvoir y retourner. Désolé. Et ouais, je suis seul à faire le montage, c'est chaud. Alors, on y retourne. Pardon. Voilà. Hop. Donc voilà, on est au-dessus des lacs de méthane. Alors, je trouve que c'est très peu lumineux. Voilà, j'augmente la luminosité, vous verrez mieux. Voilà, ça doit être bizarre hein, de se baigner dans un lac de méthane. Alors. Eh ben, on a bientôt fini. Alors, je vais vous montrer Mimas quand même, parce que c'est une lune qui est rigolote, on va pas rester longtemps dessus, mais elle est vraiment très étonnante. Et pareil, c'est un genre de clin d'œil à la science-fiction. Alors, j'ai fait une mauvaise manip. Hop. Mimas, alors je pense que nombreux sur le chat ont déjà vu, mais je vais rien dire, je vous amène juste devant. Alors là, il y a une certaine luminosité un peu exagérée, voilà. Donc c'est une petite lune, hein. Elle fait, je crois, 300 km, quelque chose comme ça. Mais elle a une particularité. Alors elle a été découverte par Herschel, ce grand astronome qui a découvert Uranus, et qui travaillait avec sa femme, Caroline Herschel, qui est pour la moitié de ses découvertes. Voilà, c'est ça. Donc ce cratère, qui fait plus de 130 km, c'est-à-dire qu'il fait quasiment la moitié de la Lune en fait. Hein. C'est vraiment colossal. Voilà, ça rappelle énormément l'étoile noire. Et ce cratère d'ailleurs est tellement énorme qu'il pose un peu des problèmes, hein, parce qu'il montre un impact tellement gigantesque que en fait, la Lune aurait très probablement dû être détruite par la puissance de l'impact. Donc ça pose des questions qu'on ne sait pas tout à fait résoudre encore. Et le pic central, là, il est aussi assez gigantesque. Voilà, on peut se poser sur ce pic. Hop, on va aller tout en haut. Voilà, tout en haut du pic rocheux et on voit les anneaux de Saturne. C'est pas mal, hein, comme image. Regardez, je vous mets un peu de luminosité. C'est assez rigolo. Quelle vue, mes aïeux. Vous imaginez, décoller de là et voir ça, ça doit être quand même dingue. Hein, le jour où on fera des voyages dans l'espace, vraiment. Vous imaginez voir ça? J'en dis pas plus. Alors, j'ai une dernière lune à vous montrer dans le système solaire. C'est une toute petite lune. Et elle appartient à Uranus. Elle a un joli nom, comme souvent les lunes d'Uranus, parce que les lunes d'Uranus, c'est pas que les autres aient pas de joli nom, d'ailleurs la mythologie grecque est très très inspirante, mais Uranus, en hommage à Herschel, possède des lunes nommées d'après Shakespeare. Et donc voici Miranda. Miranda qui fait je sais plus, 300 km, je crois aussi, voyons. Diamètre 470, un poil plus.
470 km. C'est la lune la plus déglinguée, c'est pas très joli, mais la plus étonnante, je trouve, du système solaire. On dirait... C'est la plus torturée. Regardez-moi cette surface complètement dingue. Et elle possède les falaises les plus immenses du système solaire. 20 km de falaises. C'est-à-dire comme le mont Olympe, en fait. Voilà, elles sont là. Verona, elle s'appelle, je crois. Falaise Verona, voyons, j'ai noté, ouais, c'est ça, Verona. Donc, imaginez un peu. Alors, on a du mal à percevoir l'échelle. Hein. Là, il y a 20 km. C'est-à-dire que la gravité de Miranda étant tellement minuscule, c'est combien de G 0,08 G. Voilà, c'est-à-dire que moi, je pèserais quelque chose comme peut-être 8 grammes. Ou 10 grammes sur, sur Miranda. Chirurgie esthétique ratée, ouais, un truc dans le genre. Hein. Non, mais on ne sait pas. Hein. On sait pas. Moi, j'ai lu des hypothèses très sérieuses disant que en fait, c'est une lune qui aurait été éclatée. Oui, elle a été tabassée exactement. Une lune qui aurait été éclatée et qui se serait ensuite reformée, ce qui expliquerait que voilà, on ait l'impression vraiment d'un patchwork. Donc voilà, si vous tombez de ces falaises de 20 km de haut, la gravité est tellement faible que vous mettrez 12 minutes à toucher le sol. 12 minutes. Vous finirez en vitesse de chute maximale à 200 km/h environ. Et en fait, la gravité est tellement faible qu'avec quelques genres d'airbag, vous pourriez survivre à cette chute-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, la chute de 12 minutes, quoi. Il faut prévoir quelque chose à se raconter quand même. C'est assez génial, hein. Bon, moi j'ai envie de vous emmener voir un dernier truc pour terminer ce voyage. Parce que là, on était dans le système solaire. Donc, là, j'ai écrit partout où je faisais un peu la promo de la soirée, et peut-être au-delà. Donc, est-ce qu'on a découvert des exolunes ? Vous vous rendez compte quand même, déjà, découvrir des exoplanètes. Déjà, c'est tout un bazar. Hein, découvrir une exoplanète, on dit que c'est comme trouver comment ça s'appelle, une luciole dans la lumière d'un phare. C'est complètement dingue. Mais alors trouver une exolune, une lune qui tourne autour d'une exoplanète, on est vraiment dans la mission impossible. Et bien pourtant, on a des candidats exolunes, dont une, alors c'est assez dingue, à plus de 5000 années-lumière. Kepler 1708b. Alors Kepler 1708, c'est une étoile. Alors c'est une étoile blanche. Alors je sais qu'elle sort un petit peu jaune là, c'est un peu de ma faute, j'ai changé la manière dont est traité le corps noir en fait, parce que je trouvais que c'était plus réaliste pour la plupart des étoiles. Il n'y a que les étoiles blanches qui sortent un poil jaune. Et en fait cette étoile, on lui a découvert une exoplanète, donc ça c'est confirmé. Cette exoplanète fait partie des quelques 5000 exoplanètes connues. Ah oui d'ailleurs tiens, j'ai oublié de faire un petit truc. Voilà. Donc, c'est un genre de Jupiter. Zut. Voilà, un drôle de Jupiter. Bon, les gens qui ont fait le logiciel ont décidé de la faire bleue. On n'a aucune idée, bien sûr, de sa couleur pour l'instant. Hein. On l'a découverte, je crois, par transit. C'est quasiment sûr qu'elle s'appelle Kepler. Elle a été découverte par transit. Donc c'est une Jupiter froide. Oh non, même pas. Tempérée, tiens. Moins 14 degrés. Donc, voilà, elle est beaucoup moins froide que Jupiter. En termes de masse, on a 4 masses jupitériennes quand même, c'est pas mal. Pourquoi impossible? Ah, je sais pas, j'ai dit quoi? Je sais pas à quoi tu fais référence, Evelyne. Oui, les lois de la physique sont identiques, ouais. Tu me diras. Et donc,
on aurait découvert... Ah bah vous la voyez là, je vais vous montrer comment. Tac. Ah non, pas du tout. Ah non, non, je me suis mal exprimé, je dis pas du tout que les exolunes sont impossibles. Je dis que la découverte des exolunes est très compliquée. Parce que la découverte des exoplanètes se faisant par transit ou éventuellement par... Oui, merci, merci Jean-Baptiste. Euh, éventuellement par stérométrie, mince, le terme m'échappe. Voilà, les exolunes ayant des masses quand même très, très légères et en tout cas petites devant celles des planètes, elles-mêmes petites devant celles des étoiles, très compliqué de les détecter. Et même par transit, c'est compliqué. Donc là, justement, vous voyez la petite courbe tout en haut, la grise, ça serait une exolune. Donc c'est vraiment le tout petit bouton, la toute petite cavité qu'il y a tout en haut de l'image. Et donc pour montrer à quel point c'est compliqué, hein, la grosse courbe, c'est la planète, bien sûr. Donc en fait, il faut dans le creux de cette courbe repérer le creux de l'exolune. Et effectivement, tout en haut à gauche du grand creux, on voit une toute petite cavité qui correspondrait à celle de l'exolune. Et pareil à droite. Alors, ils trouvent que leur résultat est quand même très robuste, ces chercheurs. Ils annoncent que pour eux, il y a 1% de chance seulement que ce ne soit pas une exolune. Donc, ils sont vraiment très sûrs d'eux. C'est actuellement l'exolune apparemment la plus sérieuse, la plus robuste qu'on aurait détectée. Et comme on peut s'en douter, un peu comme les premières exoplanètes qu'on avait découvertes et qui étaient très massives, très près de leur étoile, etc. Là, c'est un petit peu le cas. Elle est assez près elle est même très près de sa planète. Et elle est extrêmement massive. C'est-à-dire qu'elle fait, je crois, 10 fois la masse de la Terre. Voilà, c'est ça. 10 masses terrestres et 2,6 rayons terrestres. Donc voilà le bébé. Je vous le présente. Donc c'est une lune plus grosse que la Terre. Plus de 2 fois plus grosse que la Terre. Alors les concepteurs du logiciel lui ont supposé une atmosphère. Bon, c'est rien du tout, bien sûr. Mais c'est pas impossible. Alors on va aller la visiter. Hein. Voilà, on a traversé ces nuages. Alors tiens, d'habitude j'arrivais à aller plus bas. Alors ça doit dépendre des zones, doivent être différentes. J'avais réussi à avoir du relief. Ouais. Parfois le logiciel est un petit peu capricieux quand on va visiter des trucs très lointains comme ça. Je vais essayer de me poser sur une autre zone pour voir si j'arrive à avoir autre chose. Non, on a le même sol. Ok, bon, bah, c'est déjà pas mal. Hein. On est donc là sur, sur une exolune, donc ce serait assez froide. Hein. On aurait quoi comme température déjà supposée là Moins 70 degrés, ouais, quand même. Et donc, donc voilà. Des exolunes, bien sûr, il en existe, hein, c'est obligatoire. La question, ça va être de les découvrir. Donc, on est juste au début du truc. Hein. Bientôt 5300 ou 5200 exoplanètes découvertes. Bien sûr qu'un de ces quatre, on aura des signatures de lunes tout à fait avérées. Hein, ça va arriver. On est au début de cette découverte-là. Voilà, donc là, c'est amusant quand même de se dire qu'une des première candidate exolune, alors c'est pas la première, mais une des premières candidates exolunes découvertes, c'est à 5000 années-lumière. On aurait pu imaginer que ça serait bien plus près de nous. 5000 années-lumière, c'est quand même gigantesque. Tiens, là, c'est la nébuleuse du Croissant. Et donc voilà, la fin de notre aventure du jour. Donc j'espère que ça vous a plu. Elle a duré un petit peu longtemps, hein, je vois 1h30. On a fait un grand voyage de plus de 5000 années-lumière. Voilà, on va terminer là-dessus, sur cette étoile, tiens. Hop.
Et d'ailleurs, peut-être que la prochaine fois, on fera une session plus proche de ma passion initiale qui est l'astrophysique. On parlera probablement des étoiles. Je vous emmènerai voir des naines blanches, peut-être des trous noirs, des choses comme ça. Et ensuite, je pense que je recevrai mon prochain invité. Ce sera soit Adrien Chevalier, qui est devenu docteur, là, ça y est, qui est devenu docteur en mécanique quantique, soit peut-être Estelle Cernou. Voilà, enfin de toute manière je recevrai les deux, la question c'est juste de savoir quand. Merci à tous, merci Jean-Baptiste, merci Simon, merci Estelle, ça fait plaisir de t'avoir vu. Merci Space Vegetable, Evelyne et tous ceux qui ont suivi cette petite balade dans l'espace. Bonne fin de soirée à tous. Tiens, je vais mettre ma petite trône pour vous dire au revoir quand même. Bye bye. Merci. Ouais, le logiciel, je vous le redis, hein, c'est Space Engine. Voilà, on peut l'acheter. Ça fera plaisir aux programmeurs. Allez, ciao.